Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 233e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour se poser une question qui triture tout le milieu de la boxe depuis des mois. L'Arabie Saoudite va-t-elle sauver la boxe ? Avec moi pour en parler aujourd'hui, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pieds-points et d'anglaise. Et il a lancé sa nouvelle série sur YouTube. Allez tous retrouver Baba versus avec Au bord du ring. Comment ça va, Baba ? Ça va et toi ? C'était bien le petit stage au Maroc ? C'était super. T'as ramené le soleil avec toi, ça me va très bien. Je t'en prie. Et ben, comme on parle soleil, on va parler de là où il fait chaud, l'Arabie Saoudite et son rôle dans la boxe. Ils vont accueillir l'historique Fury Usyk dans 2 semaines. Ils vont monter le tant attendu Beterbiev Bivol dans quelques mois. Ils ont déjà fait boxer Joshua et Wilder sur la même carte. Ils offrent à Ngannou le cadre pour transformer ses rêves de ring en réalité face au plus grand nom des poids lourds. Bienvenue en Arabie Saoudite, le pays qui réveille la boxe à coups de chéquier sans fin, sous l'égide du patron de l'autorité générale du divertissement saoudien, Turki Al-Sheikh. L'Arabie Saoudite va-t-elle sauver la boxe et la ramener parmi les sports qui comptent le plus sur la planète ? Combien de temps peuvent-ils dépenser sans compter ? Que penser de tout ça ? Le RMC Fighter Club ouvre le dossier Arabie Saoudite et boxe. Je meurs d'une petite fièvre. Mais attends, c'est pas fini. Ils sont en train de sauver la boxe, les Saoudiens, Baba ? Ouais. Bah ouais, hein. Alléluia. T'es mon sauveur, t'es mon petit Jésus-Christ perso. It was boxing that had the privilege of kicking off Riyadh season with the battle of the baddest. It was Tyson Fury against Francis Ngannou. C'est pas mal. Maybe the best ever boxing event put on this Saturday night in the Kingdom of Saudi Arabia. We should take a moment to just talk about our brilliant, fantastic hosts on Saturday night. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti ? Anthony Joshua, Deontay Wilder sur la même carte. Et pour faire bonne mesure, les Saoudiens, ils nous ont mis sur la carte aussi Daniel Dubois, Jarrell Miller, Dimitri Bivol qui défendra sa ceinture, Jay Opetaia qui défendra sa ceinture aussi, Makhmoudov Kabayel, Frank Sanchez Junior Fa, Ergovic, Marc Demori. Oui, non, mais c'est joli quand même. Et merci à Max pour cette petite prod. Voilà, les cadeaux de l'Arabie Saoudite à la boxe depuis quelques mois. Donc on va entamer ce dossier. Baba, on se l'était dit la dernière fois qu'on a fait une émission ensemble. Tu te rappelles, on se l'a dit dans l'émission. Il va falloir ouvrir le dossier. C'est parfait, c'était la semaine qu'il fallait. On a déjà fait un épisode sur Nassourdine Imavov avec son coach Nicolas Hotz, combat samedi soir contre Roman Dolidze. Donc là, on avait un petit creux. Parfait, Baba, on entame ce dossier Arabie Saoudite. Et on va commencer par le point un peu géopolitique. C'est ce qu'on voulait faire pour mettre le contexte de cette émission avant de rentrer dans la boxe. Et Baba, je ne crois pas mentir de trahir de secret en disant qu'on n'est pas spécialiste géopolitique. Pas du tout, non. Ni toi ni moi, c'est plutôt le combat, notre truc. Donc on va accueillir un vrai spécialiste pour ça, spécialiste en géopolitique du sport, consultant, conférencier, professeur, auteur de nombreux livres et souvent que vous allez retrouver déjà sur RMC si vous êtes des fidèles de notre antenne. Monsieur Jean-Baptiste Guégan, comment ça va Jean-Baptiste ? Ça va super bien, je suis super content d'être là. Eh ben écoute, plaisir partagé. Donc on va entamer d'abord la partie contexte avec toi sur cette intrusion, voilà, cette arrivée en force de l'Arabie Saoudite dans la boxe qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, Jean-Baptiste, plus globalement, quelle est la stratégie globale de l'Arabie Saoudite avec le sport ? On a vu ces derniers temps quand même une arrivée en force dans le football, le transfert de nombreuses stars en Europe, un Grand Prix de F1, ils ont accueilli un Alcaraz Djokovic récemment en tennis, il y a eu un circuit en golf, on sent qu'il y a vraiment une envie de s'impliquer dans le sport de façon globale et mondiale. Comment tu pourrais nous définir cette stratégie ? Est-ce qu'on on va parler directement sur du sports washing, à savoir laver son image avec le sport, puisqu'on sait que l'Arabie Saoudite a aussi ses problèmes avec les droits humains et l'image qu'il en découle. L'idée de l'Arabie Saoudite, c'est d'abord d'utiliser le sport pour maîtriser son image, la changer. Donc il y a une dimension sport washing évidente. Il y a aussi l'idée de préparer la suite, c'est-à-dire ils savent que le pétrole n'est pas éternel et donc ils sont en train de développer l'économie d'après. Et ça suppose pour ça d'être attractif, de faire venir des entreprises, des investisseurs, mais aussi des talents et des touristes. Et pour ça, il faut donner l'image d'un pays ouvert, moderne, capable d'accueillir ce qui fait bouger les gens dans le monde, c'est-à-dire le sport. Et il n'y a rien de mieux que la boxe pour ça. Il suffisait de voir ce qu'on avait fait à Las Vegas. On est exactement ici dans la même logique. Le sport est un moyen finalement de la puissance saoudienne. Et puis, ce qui va se passer en termes d'image internationale, on va aussi l'avoir à l'échelle nationale. Mohamed Ben Salman, le prince héritier, le futur roi saoudien, c'est lui qui a déclenché cette politique dès 2017. Il a beaucoup investi, tu le disais justement, dans le foot, dans le golf et pas seulement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi une manière pour lui de parler aux Saoudiens, à sa jeunesse. C'est 60% de la population saoudienne qui a moins de 30 ans.
Et donc, faire venir des boxeurs, des combattants, c'est exactement le meilleur moyen de se rapprocher finalement de cette jeunesse. C'est pour toutes ces raisons-là, justement, que le sport est devenu un vrai élément prioritaire en Arabie Saoudite. La boxe, on va le définir un peu plus tard dans l'émission, mais c'est récent en fait en Arabie Saoudite et ça a été beaucoup ces derniers mois sur ce qu'on appelle la Riyadh Season. Donc quelque chose qui commence en octobre, si je dis pas de bêtises, qui se finit en mars, qui est une sorte de plusieurs mois de suite d'un grand festival de choses dans l'entertainment, dans le sport, dans la musique aussi, des concerts, des choses comme ça, censé attirer des touristes vers le pays. Tu peux confirmer, c'est quoi cette Riyadh Season, Jean-Baptiste ? La Riyadh Season, finalement, c'est le moment qui va être utilisé pour d'abord rassembler tout le monde en Arabie Saoudite et faire venir le monde et pouvoir en parler. C'est-à-dire qu'on va multiplier les événements, on va saturer l'espace médiatique mondial et donc on va parler de l'Arabie Saoudite sous plein d'aspects. Ça va être les matchs de foot, mais ça va surtout être la boxe. Et on l'a vu entre le Battle of the Baddest, entre Fury et puis Ngannou. On l'a vu avec Day of Reckoning. On est vraiment sur cette logique-là. Plus on multiplie les événements, plus on parle de vous, et plus on parle de vous de manière différente, mais toujours de manière positive. C'est exactement ce qu'ils cherchent à faire. C'est finalement l'une des stratégies qu'ils ont trouvées avec le football et avec d'autres sports pour se montrer. J'en parlais dans l'intro, le personnage central de cette arrivée de la boxe en Arabie Saoudite, c'est Turki Al-Sheikh, donc le patron de la General Entertainment Authority saoudienne, autorité générale du divertissement. Tu peux nous expliquer un peu qui il est et pourquoi son rôle est essentiel dans l'arrivée de la boxe en Arabie Saoudite ? Alors Turki Al-Sheikh, ça fait déjà presque une dizaine d'années qu'il est l'un des visages saoudiens du sport. D'abord, c'est un foot sport. C'est un footbox, c'est un foot. Il avait à un moment donné acheté un club en Espagne, si je dis pas de bêtises, et c'est un des proches de MBS. Il est un peu foufou, il suffit d'aller voir son Twitter et son Insta pour se rendre compte qu'il poste de manière très étonnante pour un officiel. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a la confiance complète de MBS, et depuis 2017, c'est lui qui a construit une partie de la stratégie saoudienne. C'est lui qui l'emmène, parce qu'il aime ça, il en parle, il le comprend, et c'est aussi un passionné qui fait du sport avec des moyens illimités. C'est comme si toi, on te donnait finalement un chèque en blanc en te disant « Vas-y, fais la politique française de la boxe, tu te ferais plaisir. » Il faut imaginer que Turki Al-Sheikh aujourd'hui, c'est ça, et ça n'est que le début, parce que là, ils sont probablement en train de réfléchir à unifier toutes les catégories de boxe et à faire de l'Arabie Saoudite le lieu de la boxe mondiale. Ce qu'on a tous espéré à un moment donné, ils seront capables de le faire parce qu'ils ont l'argent pour. Ouais, c'est ce dont on va parler aussi dans la deuxième partie avec Baba, parce que c'est ce qui est intéressant. Et dans ton scénario de fiction, Jean-Baptiste, je te confirme, si moi et Baba, on avait des moyens illimités pour la boxe en France, il y aurait 2-3 trucs qui changeraient, a priori. A priori, en tout cas. On va écouter justement, dans une récente interview à DAZN donnée par Turki Al-Sheikh, sa vision de la boxe, pourquoi il s'intéresse à ce sport-là. D'abord parce qu'il est fan de ce sport-là, et il va expliquer pourquoi et quel est son objectif dans la boxe à court et moyen terme. This is why. Yeah. C'est parce que je suis fan de boxe. J'ai étudié tout ça, des gens ont étudié ça pour moi. Et je peux vous dire une chose, dans les années 70 et au début des années 80, le sport numéro 1 au monde, c'était la boxe. Mais là, ça me rend triste. Dans les derniers résultats que nous avons, avant l'arrivée des combats en Arabie Saoudite, la boxe était classée seulement 14e. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Il y a moins de combattants charismatiques qu'à l'époque. Il y a beaucoup de problèmes avec les promoteurs qui ne veulent pas faire les plus gros combats car ça coûte beaucoup d'argent. Certains boxeurs ne veulent pas faire les plus gros combats non plus. Il y a 4 fédérations, 4 ceintures, tellement de problèmes. Je ne suis pas magicien, mais j'ai quelque chose de plus fort. Derrière moi, il y a 2 montagnes dont on ne peut pas voir le sommet. Le roi et le prince héritier soutiennent ce que nous faisons. On ne pourrait pas faire ça sans leur soutien. Support what we are doing. We cannot do this without their support. Jean-Baptiste, tu as entendu Turki évoquer ces 2 montagnes derrière lui dont on ne peut pas voir le sommet, à savoir le roi et le prince héritier. C'est ça que tu voulais dire, quand on a ces 2 soutiens-là derrière en Arabie Saoudite, il y a des moyens illimités, il n'y a pas de fin à ça? Alors, moyens illimités, volontarisme politique, et puis tout le monde est obligé de dire oui. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de gens qui vont apporter la moindre contradiction. Dans un contexte où la fédération de boxe a perdu toute crédibilité, dans un contexte où les ceintures sont éclatées, il le disait justement, avoir un tel acteur avec vraiment des moyens illimités. C'est-à-dire que s'ils doivent mettre 1 milliard d'euros, ils mettront 1 milliard d'euros. Ça change tout.
Et ils font finalement ce que la Chine aurait pu faire à un moment donné, mais c'est pas une nation de boxe. On est vraiment sur du jamais vu, de l'inédit. Baba, j'ai l'impression, tu sais, quand on écoute son son, il dure 1 minute ce son, j'ai l'impression il a résumé tous les problèmes que nous, les fans de la boxe, ont résumés depuis des années. Les promoteurs, les fédérations, les ceintures explosées, les combattants qui veulent pas s'affronter, et qu'il a la solution, il a un porte-monnaie géant. C'est ce que dit Jean-Baptiste, c'est vraiment si tu avais donné un chèque en blanc à un vrai fan de boxe. On peut dire ce qu'on veut et Jean-Baptiste est là d'ailleurs pour nous expliquer un peu tout ça. Clairement, tu peux dire ce que tu veux sur les autres aspects. En tout cas, le mec, visiblement, c'est un vrai fan de boxe, parce que ce qu'il a fait, c'est des trucs qui sont cohérents, c'est des trucs qui ont du sens, c'est des trucs en tout cas qu'il a demandé, qu'il a voulu mettre en place. Et ça se voit qu'il va pas s'arrêter là. Tu vois, quand tu prends les 2 promoteurs qui se détestent depuis 25 ans et qui leur dit vous me ramenez chacun vos 5 meilleurs boxeurs et on fait un gala. Eddie Hearn et Frank Warren. Et les 2 mecs sont là sur la photo en train de, tu vois, comme 2 potes, alors que tout le monde sait qu'ils se détestent. Il a réussi à faire ça, donc tu te dis Money Talks, et lui il a tout ça. Moi j'ai une question pour Jean-Baptiste, si je peux la poser maintenant. Bien sûr. Quelle est l'importance dans tout ça de la concurrence avec les Émirats ? On sait qu'il y a toujours eu une concurrence entre les deux. Les Émirats ont essayé un petit voyage dans la boxe, mais ils ont pas mis les moyens, ils ont pas mis entre guillemets du cœur à l'ouvrage, en tout cas pas autant que l'ami turc. Et là visiblement ça prend beaucoup plus. Donc est-ce que tu penses que c'est important, ou est-ce que les Saoudiens vraiment s'en foutent, ils sont juste sur leur agenda politique et puis ils font ce qu'ils ont à faire eux, quoi. Jean-Baptiste, je me permets, c'est marrant Baba, c'était ma prochaine question, mais je me permets de rajouter un complément, parce que dans cette rivalité régionale, moi ça m'a parlé récemment un épisode. On sait que l'UFC est très engagé avec Abu Dhabi, où ils font des cartes depuis des années avec les Émirats Arabes Unis. Là ils ont ouvert le marché à l'Arabie Saoudite, il va y avoir un premier événement en Arabie Saoudite qui devait être le 2 mars, et il a été reculé parce que les Saoudiens n'étaient pas contents de la carte. Et moi j'ai vu des spécialistes de MMA dans les réseaux américains notamment expliquer, Karim Zidane pour le citer, un des grands journalistes spécialistes de ce genre de choses, et qui disait que ça participait aussi d'une rivalité régionale, et qu'en fait l'UFC proposait le moins de choses possible sur sa carte saoudienne pour pas fâcher Abu Dhabi de l'autre côté, avec qui ils sont engagés, mais sans non plus insulter l'avenir, donc sans fermer la porte totalement aux Saoudiens. C'était mon complément. Tu peux y aller, Jean-Baptiste. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité déjà entre les Émirats, a fortiori depuis quelques mois, là c'est vraiment tendu depuis l'été passé. Il y a une volonté de s'aligner de la part de l'Arabie Saoudite en multipliant les tarifs par 4 ou 5. Les Émirats, ça a toujours été une terre de boxe, mais surtout une terre d'UFC, de MMA, et notamment pendant le Covid et un peu avant, sur l'île sur Yes Island, il y avait des combats. L'idée, c'est que ils ont vu le potentiel de la boxe très vite en Arabie Saoudite avec le clash dans les dunes. Ils ont vu l'impact du catch, notamment le catch féminin, et ils se sont dit que le MMA, ça compléterait parfaitement leur offre. Sauf que l'UFC est maline, l'idée c'est de servir tout le monde, et justement de ne pas insulter l'avenir, parce qu'Abu Dhabi peut monter les tarifs. Et ça correspond davantage à ce qu'ils veulent faire. Ils veulent maîtriser. Là, clairement, si ça se passe en Arabie Saoudite, l'UFC va prendre de l'argent, mais maîtrisera pas tout. Donc, ils essaient de jouer l'un contre l'autre. Après, soyons honnêtes, l'Arabie Saoudite a des moyens qui sont démesurés, les Émirats s'aligneront pas. Et je serais pas surpris, par exemple, que très rapidement, il y ait la volonté soit de racheter l'UFC, soit de monter quelque chose qui aille dans ce sens-là. Ils font une OPA en ce moment sur le tennis, comme on l'a jamais vu, après l'avoir fait sur le golf. Ils commencent sur la boxe. Moi, je ferais très attention si j'étais l'UFC. Oui, et je crois, pas non plus, on peut le dire, ils ont investi dans le PFL. Il y a une partie d'investissement qui est saoudien. Donc c'est pareil, en termes de essayer de concurrencer enfin l'UFC et d'apporter les moyens pour, c'est une des possibilités pour eux. Dernière question, Jean-Baptiste, puis je te libérerai. Merci beaucoup pour tout ça, c'est hyper sympa. Toi, c'est une question presque personnelle, parce que t'es pas Turquie à l'Alchic, mais tu les imagines s'investir à long terme, ou tu les imagines que c'est pour un court terme plutôt, où tu le vois, si on se reparle dans 10 ans, la boxe, Riyad et le nouveau Las Vegas, et tous les gros événements sont là-bas? Alors jusqu'en 2030, je te garantis que ce sera plafond illimité et tu pourras aller au casino sans problème, sauf que les jeux d'argent là-bas, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a un agenda 2030, c'est ça, si tu peux nous rappeler, c'est ça, c'est la vision 2030. Volonté politique, ouais. Exactement, il y a un plan de développement jusqu'en 2030 qui est acté, et on devrait avoir dans les 2 ans qui viennent le plan jusqu'à 2040.
Ça devrait être dans la continuité parce que ça marche, ça donne d'excellents résultats. Ça coûte pas si cher que ça. C'est-à-dire que quelques centaines de millions d'euros pour une visibilité globale, pour la satisfaction de votre pays et pour finalement mettre la main sur l'un des sports les plus enthousiasmants. Franchement, c'est presque cadeau. Et en l'occurrence, ça devrait continuer. D'autant qu'MBS aime ça. Turki El-Sheikh aime ça. Et les premiers retours qu'on a des Saoudiens sont excellents. C'est-à-dire que c'est plein. Ça donne envie d'être là. Et surtout, les mises en scène sont folles. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est un investissement à long terme, qu'on peut espérer à long terme et qui peut changer vraiment la phase de la boxe. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan pour ta présence, pour tes lumières sur tout ça. Et puis là, on va parler un peu plus combat et bagarre avec Baba. Donc on te libère, Merci beaucoup Jean-Baptiste, à très vite. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ça va permettre en fait de faire cette transition avec la dernière question que je lui posais, parce qu'on a vu passer beaucoup de gens ces derniers mois. Riyad et le nouveau Las Vegas, ça y est, c'est le nouvel endroit où tout se passe pour la boxe. J'avais déjà un chiffre que je voulais nuancer, Baba. Est-ce que tu sais, je te l'ai dit en off, donc tu as la réponse maintenant, mais combien d'événements ont été faits dans l'histoire de la boxe pro en Arabie Saoudite, pas seulement à Riyad? Je le savais pas, maintenant je le sais, mais je le savais pas du tout. Franchement, je savais pas. Eh bien, 7 seulement. Si on regarde sur BoxRec, le site de référence, il y en a 9 qui sont référencés, puisqu'ils référencent déjà la soirée de Fury Usyk du 17 février et la soirée de Joshua Ngannou du 8 mars. Mais sinon, il n'y en a eu que 7. Il n'y en a eu que 7. On commence en 2018, le 28 septembre. Petit clin d'œil, c'est mon anniversaire. C'était à Jeddah, Callum Smith contre George Groves. Main event pour le titre WBA Super et The Ring des super moyens. C'était la finale des World Boxing Super Series, du grand tournoi. Donc l'Arabie Saoudite l'avait utilisé. Deuxième, c'est juillet 2019, un Amir Khan Billy Dib en main event. Même pas pour un titre mondial. Là, c'était fallait aller le chercher. Troisième, c'est décembre 2019, la revanche Joshua Andy Ruiz. Qui est après le combat à New York quelques mois avant. Août 2022, le quatrième, Usyk Joshua 2, la revanche entre les deux. Le 5e, février 2023, Jake Paul Tommy Fury. Ce qui est marrant parce que Turki a dit qu'il voulait pas des youtubeurs. C'est vrai, et pourtant sur les 7 cartes, il y en a une avec Jake Paul. Donc tu vois, entre ce qu'il dit aujourd'hui et ce qu'il a fait il y a quelques mois, c'est pas exactement la même. Et la dernière, c'était bien sûr Fury Ngannou, enfin la 6e Fury Ngannou en octobre dernier, dans laquelle on est revenu bien sûr dans le Fighter Club, et la 7e Joshua Wallin Wilder Parker, le Day of Reckoning, le 23 décembre. C'était donc en fin d'année 2023. Tu vois, c'est marrant parce que pour être le nouveau Las Vegas, Baba, il faut quand même un peu s'inscrire dans le temps. Pour l'instant, on a que 7 événements. Alors, si on a entendu Jean-Baptiste, c'est une vision à long terme. Ils sont là pour s'installer. Mais c'est un peu tôt, non, pour être le nouveau Las Vegas. Il y a quelque chose. Ils sont en train de faire quelque chose d'assez extraordinaire, mais on est au tout début. Et pour l'instant, non. Vegas, là, on parle d'une histoire centenaire pour la boxe. Et il va falloir beaucoup de temps avant que cet endroit puisse être proclamé comme étant le nouveau Vegas. Il va falloir vraiment beaucoup de temps. Déjà, tu as même LA qui est devant, tu vois, pour parler juste New York, le Madison Square Garden. Le Madison Square Garden avec toute son histoire et tout ce qui va avec. Donc il y a même quelques stades qui ont une histoire de la boxe. Tu vois, le Home Depot à Carson, par exemple, tu vois, où il y a eu des gros combats. Enfin, tu vois, au Texas aussi. Donc Philadelphie, tu as plein de villes que tu peux citer. Beaucoup de places fortes dans la boxe. Par contre, tu sais que eux, ils vont monter vite et loin et fort. Là, ce que j'entends de ce que nous dit Jean-Baptiste, merci encore pour son éclairage, ça me laisse penseur. Tu vois, ça te laisse un peu perplexe parce que grave, c'était notre doute. C'était est-ce qu'ils font ça, tu vois, quelques mois et puis ils s'arrêteront. Mais s'ils font ça jusqu'en 2030 ou 2040, mais on va avoir des dingueries. On va avoir des grosses dingueries. Et puis surtout, là, je commence à me poser une question. Là, je me dis, avec ce que nous dit Jean-Baptiste tout à la fin, en disant que l'UFC devrait commencer à se poser des questions, parce qu'il peut-être que l'Arabie Saoudite lorgne sur l'UFC. Qu'est-ce qu'on a dans 5 ans en fait ? On a tout le sport de combat sous un seul parapluie. Et puis tu vois, c'est typiquement le genre de truc où à mon avis, un Dana White et les patrons de l'UFC, ils voient la menace un peu de... Je pense qu'ils ne sont pas assez conscients de ce qui est, sans doute de ce qui est en train de se passer en termes de géopolitique en tout cas. Ça m'étonnerait grandement qu'ils en soient parfaitement conscients, ou après on peut me dire peut-être que c'est des gens ultra intelligents et que j'ai raté le truc, mais c'est des gens très arrogants, ça on le sait, c'est actuel. Et ouais, je suis d'accord avec toi, je suis pas sûr que... Parce que pour être tout à fait honnête, c'est pas comme ça que je voyais la chose. Et maintenant que Jean-Baptiste me le dit, je me dis ouais, en fait il a raison. Il y a une OPA sur tout, et leur vision, elle a toujours été globale. Leur vision à eux, c'est pourquoi me contenter du PFL alors que je peux avoir l'UFC et tout, et je peux avoir tout, et que ce soit de ma main que je décide de faire champion du PFL contre un champion de l'UFC, des choses pour lesquelles on savait bien, nous, depuis 20 ans que c'est mort, ça n'arrivera pas. Et demain, c'est faisable.
Et puis, dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure de Turki Al Alchik, j'ai l'impression, c'est pas juste un mec qui se dit je me fais un petit plaisir, je vais monter tu vois, mon Fury Usyk parce que ça me fait plaisir de l'avoir à la maison, il a envie de remettre la boxe au sommet. Tu vois, c'est pas seulement de se faire un kiff pour Riyad et pour avoir des belles soirées. Non, il y a une volonté de remettre la boxe où elle était dans les années 70-80. L'interview, elle est très surprenante de ce qu'elle nous montre, à quel point le mec est réellement fan. On en parle un petit peu toi et moi off, mais le mec c'est pas juste j'aime bien la boxe de ces derniers temps et je te cite Mohamed Ali et Mike Tyson comme boxeur préféré. Le mec, il a des choix de hipster en termes de fan de boxe. Ouais, Duran et Holmes, voilà, clairement. Donc ça veut dire qu'il sait de quoi il parle, il a étudié la question, il a les moyens. Et il aime pas les youtubeurs. Voilà, il dit dans l'interview qu'il aime pas Floyd Mayweather, ce qui est un petit clin d'œil aussi, parce qu'il y a plein de gens de la boxe qui adorent le boxeur, mais qui aiment pas le personnage de Mayweather. Donc ça veut dire qu'il y a de la connaissance derrière ça, versus quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent et qui s'en foutrait un petit peu de ce qui se passe tant que les yeux sont sur eux, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la différence entre ce qui se passe dans les Émirats et ce qui est en train de se passer avec l'Arabie Saoudite. À voir, mais ouais, c'est surprenant. On a enfin les combats qu'on attendait. Nous, égoïstiquement en Europe, les horaires nous arrangent carrément plus que Las Vegas quand même. C'est en prime time mais pas au milieu de la nuit. On leur dit merci. En tout cas, nous, ça nous arrange. Ça nous arrange très clairement. Et je vais aller plus loin que ça, si tu veux. Il n'y a pas de problème de dire que la boxe, ça se passe aux States et c'est comme ça depuis 50 ans, 60 ans. Tout le monde le sait. Et puis écoute, c'est la vie. Sauf que comme tu le dis, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on souffre en tant que fan de boxe, et que si on veut regarder les choses correctement, on les regarde à cette heure-là, tu vois, on les regarde à 4h du matin, 5h du matin, et on fait ça depuis 20 ans. Au bout d'un moment, ça commence à devenir plus compliqué. Là, de se dire que les gros combats, ça va être à heure regardable pour nous les Européens, ça replace la boxe, ça rend la boxe au reste du monde. C'est plutôt intéressant. Et on le voit, toi et moi, on en parle suffisamment. Les Américains sont tellement nombrilistes que je suis plutôt, sur cet aspect-là, je vais pas mentir, je suis plutôt content. Quand on voit qu'il réclame toujours à Naoya Inoue d'aller combattre le 17e mondial parce qu'il est américain, pour lui donner un peu de crédibilité, écoutez, là, vous allez apprendre que la boxe, ça se passe partout et que c'est important partout. On m'en parle pas assez. Je crois que c'est le truc qui est capable le plus de m'énerver sur les réseaux sociaux. C'est le truc où je résiste pas à répondre au mec, alors que je sais que je devrais pas. Mais ça m'énerve tellement. À qui on pense tous les deux. Je sais. On sait qu'il est là pour ça. Exactement. Mais ça m'énerve tellement que j'y arrive pas. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. C'est évident. C'est galère. Donc est-ce qu'on peut dire merci? Je le dis du bout des lèvres pour répondre à ta question. Oui, du bout des lèvres. Mais on va l'entamer parce qu'il y a un débat. Ce sera notre dernier débat, Baba. Mais il y a une partie morale forcément qui va rentrer en compte dans notre débat. Pour rester sur le sportif pur, tu le disais tout à l'heure, c'est une folie, il faut qu'on le réexplique aux gens bien. Eddie Hearn, patron de Matchroom Boxing, Frank Warren, patron de Queensberry Promotion, donc le premier c'est le promoteur de Anthony Joshua, pour ceux qui connaissent moins, le deuxième de Tyson Fury, ça vous résume à peu près, 2 rivaux britanniques qui ne se supportent pas depuis des années, qui s'envoyaient des pics par médias interposés dès qu'ils pouvaient, qui pour monter un combat d'un combattant d'une promotion contre l'autre, c'était une galère sans nom, ils n'arrivaient jamais à s'entendre. Là, Turki, dans les conférences de presse, vous me faites 5 combattants d'un côté, 5 combattants de l'autre, serrez-vous la main, faites-le, ils se lèvent, ils se serrent la main, ils se regardent, ils font même un face-off médiatique ensemble, une interview ensemble. Eddie Hearn lui a vendu du snooker pour $1 million à Turquie. Il a réussi à lui vendre ça pour le plus gros tournoi de snooker de l'histoire, donc du billard britannique adapté, qui se passera à Riyad. C'est la preuve ultime, ce qui se passe, que money talks. Il n'y a que l'argent qui compte dans la boxe. On est d'accord, en fait. C'est vraiment important pour tout le monde, et surtout ceux qui rentrent dans le sport, et que quand on rentre dans le sport, on est encore un peu dans l'émotion. Beaucoup, et je dis pas que je ressens plus d'émotion ou que Alex non plus, c'est juste qu'on a plus d'expérience, mais une naïveté, voilà, il y a un peu la naïveté de croire que certains combats, certaines choses se font pour l'amour du sport ou ne se font pas justement aussi par rapport au sport, etc. Non, c'est un business là, c'est clair, net et précis. C'est 2 personnes vraiment qui se haïssent depuis des années et des années, qui se sont insultées, qui vraiment publiquement et tout. Oui, on n'est pas que sur du rival, on est sur de l'ennemi, vraiment quelque chose, ils se détestent vraiment profondément, et voir cette image là des 2 sur la même photo avec le mec debout au milieu qui est en mode mes 2 enfants, faites la paix et c'est bon, à coût de $300 millions, tu te dis que l'argent, ça résout vraiment tous les problèmes visiblement dans ces milieux-là, en tout cas. T'as l'impression même qu'il y aura plus ces problèmes-là, en fait. Enfin, que eux,
Cette solution-là, elle va régler tous ces problèmes-là, tous ces trucs d'ego. Tant qu'ils sont là, c'est pas possible. Les Américains regardent ça. Alemon, il a dû regarder ça de loin en se disant ok. Et même Floyd, il a dû se dire mais pourquoi il m'aime pas? Il faut que je l'appelle. Il faut qu'il m'aime bien ce mec. Ouais. C'est que connaissant Floyd, c'est clair et net. Il doit être dans sa chambre. Allez, mais comment je peux faire pour qu'il m'aime bien là? C'est obligatoire. Donc ouais, ça va. C'est pas naïf de le dire, c'est factuel parce que c'est en train de se passer, c'est en train de régler tous les problèmes qu'on connaît dans la boxe depuis 20-30 ans. Alors, t'en parlais, c'est le truc. Là, ils ont mis les Britanniques, ils les ont mis dans la poche. Tac, c'est bon, vous êtes avec nous. Ouais. L'autre gros bloc à mettre dans sa poche, bien sûr, c'est la boxe américaine. Tu l'as dit, c'est le point central de la boxe depuis des dizaines d'années. Bob Arum travaille déjà avec eux, donc patron de Top Rank, historique promoteur. On le voit là, Fury est copromu par Top Rank aux États-Unis. C'est la même chose du côté de Beterbiev. Donc, voilà, il met ses combattants dans ce truc. Ce qui manque, c'est PBC, c'est Alemon. C'est première boxing championne, t'en parlais tout à l'heure. Alemon qui fait sa première carte sur Amazon aux États-Unis le 30 mars. Tim Tszyu contre Case Thurman en main event. Ça n'a aucun sens. Thurman a un combat en 4 ans. C'est même pas pour le titre WBO des Super Welter parce qu'il n'est pas ranké en Super Welter et qu'il est trop inactif. La carte est pas trop dégueu d'ailleurs. Elle est plutôt sympa là, si tu regardes l'undercard. Mais ça montre qu'il y a un manque de star power là, du côté d'Alemon ou de possibilité de faire les gros combats. Il va craquer un moment aussi. On va finir avec Tank Davis et toute son écurie PBC en Arabie Saoudite. Moi, je pense qu'il va craquer. Mais... je vais te dire, il va pas avoir le choix parce que là, de facto, il se retrouve concurrent de l'Arabie Saoudite. C'est celui qui est pas sous pavillon saoudien là, actuellement et qui se retrouve à fin de carte sur Amazon Prime. Avec, comme tu l'as dit, un main event qui fait zéro sens. Non, par contre, une bonne undercard, parce que de toute façon, sous PBC, ce qu'il a réussi à faire, c'est toujours signer des bons talents. Il sait signer les talents. Donc il les a, et il y a quelqu'un avec des moyens plus qu'illimités, si ça existe, qui est en train de lorgner dessus. Donc, soit il décide de concurrencer et il se fera tuer. Il se fera tuer. Soit il collabore. Soit il collabore et il met ses gars à la disposition des mecs et c'est ce qui va se passer. Et de toute façon, il a une grosse part de gâteau à manger. Ce serait idiot de sa part de ne pas le faire. Parce que autant, d'ailleurs, il a Amazon avec lui maintenant, qui est son diffuseur aux États-Unis. On sait Amazon, Jeff Bezos, l'argent qu'il y a derrière. Mais je pense pas du tout qu'il y ait une volonté de Bezos et d'Amazon d'investir dans la boxe autant que la Turquie à l'Al-Chic du côté de l'Arabie Saoudite, tu vois. Du tout. Et puis je pense que Amazon, Bezos, il a tout intérêt lui aussi à faire du business avec les Saoudiens pour son business global. Exactement. Bien entendu. Ça c'est une évidence. Donc on va l'écouter parce que quand Turquie à l'Al-Chic, on lui parle de Gervonta Davis, donc Tank, qui est côté PBC, Shakur Stevenson, qui est côté Top Rank. Et sa réponse, elle est claire. Ils vont venir en Arabie Saoudite. Je les veux et je transmets ce message par votre micro à Al-Aimon. Travaillons ensemble, mon frère. Je veux voir Devin Haney dans mon pays et je passe ce message. Je vais essayer de le faire. C'est ouf parce que tu as l'impression qu'il leur... C'est même pas une négociation, quoi. Je les veux. C'est une convocation. Exactement. Je cherchais le mot. C'est une convocation gentille. Il a dit mon frère. Il a dit mon frère. Il a mis les formes le plus que lui peut faire, en tout cas. Mais ça s'appelle une convocation. Le message, il sera clair et net. Ce sera un mail avec un chiffre et voilà. Ou même ce sera donne ton chiffre. Mais ils vont venir. Et même, c'est l'impression, je t'en avais déjà parlé ça en off, mais ces derniers mois, depuis que l'Arabie Saoudite débarque, donc on va mettre ça à l'automne dernier. On n'a pas même de rumeurs d'énormes cartes à Vegas, tu vois. Ça fait des mois qu'il n'y a pas eu de, tu vois, genre, Stealth Fight va arriver à Vegas, gros fight qu'on attend, tu vois. Depuis Spence Crawford, là, t'as l'impression que c'est terre morte. On en est réduit à... Alors c'est un endroit, et j'avais vérifié pour ma comparaison 7 événements en Arabie Saoudite. Las Vegas, il y a eu 2530 événements de boxe dans l'histoire. Voilà, on recontextualise. Mais tu vois ce que je veux dire, t'as l'impression que les États-Unis en boxe, c'est devenu terre morte en quelques mois. Là, c'est flat. Ils ont perdu les deux gros diffuseurs à 1-2 ans d'intervalle, les deux diffuseurs historiques de la boxe. Vegas, aujourd'hui, Vegas est maîtrisé par Canelo, principalement. S'il n'y a pas Cinco de Mayo ou quelque chose ou son combat de septembre, là aujourd'hui en fait c'est en gros si c'est pas Canelo qui annonce quelque chose prochainement, sachant que Bivol maintenant il est pris de l'autre côté, la revanche, c'est bien de se dire que ça va pas arriver. Il y a pas grand chose à Vegas et je vois pas vraiment en dehors d'un Canelo Benavidez, je vois pas beaucoup ce qui va pouvoir rivaliser en termes de star power. Donc c'est compliqué. Et je pense qu'ils sont en train de voir tout ça, les gars, et pas d'un bon oeil. Ils réfléchissent bien plus en profondeur que nous, je pense, sur ce problème-là, c'est évident. Ouais. Et comme on disait, il n'y a pas de limite, donc
même avant qu'il y ait un Beterbiev Bivol, qui est le combat attendu en mi-lourd, l'unification à 4 ceintures attendue depuis des années, qui va se faire. C'est la dernière rumeur parle de début juin à Riyad en Arabie Saoudite. Turki Al-Alchik, il part déjà plus loin dans son délire. What I want to see the result of Artur and Pavel. Ce que je veux voir, c'est le vainqueur de Beterbiev Bivol contre Jay Opetaia. C'est ce que j'espère avoir. On a besoin de voir ce combat. Dans notre génération, dans les années 70 ou 80, si on nous demandait 20 ou 30 noms d'athlètes américains, la moitié étaient des boxeurs. Où sont-ils aujourd'hui ? Alors déjà, il a raison sur le constat. Ouais. C'est clair et net. C'est implacable. 70-80, tu citais des boxeurs. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, voilà, en contexte pour ceux qui n'ont pas bien compris, il parle déjà du vainqueur de Beterbiev Bivol qui monte en cruiserweight, en lourd léger, affronter le champion The Ring actuel, donc le champion du monde des lourds légers, Jay Opetaia, qui était sur la carte Day of Reckoning aussi de Joshua et Wilder. Il va remettre, et puisqu'il parle de ces années 70-80, il va refaire ce qu'on avait en boxe, c'est-à-dire les mecs qui montent de KT pour aller, tu vois, se taper un défi, aller s'affronter entre champions. Il va nous remettre ça, tu crois ? Je pense que, en tout cas, c'est sa volonté. Maintenant, l'avantage de ce que lui il amène en termes de puissance financière, c'est qu'il t'enlève le risque que si tu montes et que tu perds, on t'oublie. Il va te redonner, tu vas pouvoir réavoir un combat derrière, et puis en plus, quand tu vas prendre ce risque-là, tu seras grassement payé pour le faire. Donc le risque versus récompense, il est très à l'avantage de la récompense aujourd'hui avec quelqu'un comme ça. Et ça, c'est très important pour les boxeurs et pour les managers. Donc, on va probablement aller par là. Maintenant, il va falloir la matière, il va falloir les boxeurs, il va falloir que la magie, la transformation s'opère, parce qu'on sort là quand même d'une vingtaine d'années on s'affronte pas. Si on s'affronte, c'est au dernier moment, etc. On sort de l'ère Floyd là. Même s'ils font tout ça, l'ère Floyd, l'ère Klitschko aussi, tu vois, qui résume aussi un peu ça. Si on prend tout ça, tu penses que ça va mettre du temps ? Même s'ils ont les moyens illimités, même s'ils nous font tous les combats qu'on veut, tu vois, t'imagines qu'à chaque fois qu'on veut un combat, boum, les Saoudiens te le font en 3 mois, ça va mettre du temps de réaccrocher les gens. Enfin, je pense que c'est très compliqué. Ouais, en fait. Parce que là, aujourd'hui, toi comme moi ou d'autres, on se dit, c'est cool là ce qui se passe maintenant, mais on attend de voir si ça va durer. Voilà, là on se dit, est-ce que c'est... Jean-Baptiste nous apporte un bon éclairage là-dessus avec un horizon 2030. D'accord, 2030 c'est dans 6 ans. 6 ans en boxe, c'est rien. 6 ans, c'est 2 combats pour un combattant d'élite, quoi. Pour une star, c'est 2 combats par an. C'est à peu près le temps depuis quand on attend Beterbiev Bivol. Voilà, tu vois. Donc, on a attendu des combats comme ça pendant 6 ans. Donc, ça va très vite. Donc, est-ce que pendant ce laps de temps, il est capable d'en faire beaucoup plus que ce qui s'est passé avant ? Parce que même avec eux et les combats qu'on a eus, on sort quand même de 3 belles années là, de boxe. On a eu vraiment beaucoup de combats et c'est pas eux qui les ont fait. Donc, il y a eu quand même un shift qui s'est opéré avant ça. Peut-être qu'il y a eu un délit d'initié là-dedans. Peut-être qu'ils savaient que les Saoudiens arrivaient et qu'il fallait absolument se réveiller et faire quelque chose avant de perdre leur place. Mais on va voir. Moi, ils ont fait les fondations, eux arrivent pour construire la maison, t'as l'impression, quoi. C'est ça. Moi, encore une fois, je te le dis franchement, j'arrivais en début d'épisode avec mon scepticisme par rapport à l'engagement sur la durée. Jean-Baptiste, il vient de me switcher un peu ma vision et en train de me dire, attends, là, les mecs sont en train d'essayer de faire une ligue de sport unique. Donc, je dois processer l'info déjà. Mais elle est plus qu'intéressante. Et après maintenant, changer mon poste d'observation entre guillemets et voir comment ça va se passer. En tout cas, ils auraient pu arriver 15 ans plus tôt quand même, parce que comme on aurait eu Floyd Magny en 2009 s'ils avaient été là. On aurait eu 2 combats déjà, ça aurait été sympa. Exactement, pas en 2015. Seul, et voilà, tu vois, et puis plein d'autres revanches qu'on n'a pas eu. Et c'est quoi l'ultime, j'y pense comme ça en question en plus, c'est quoi l'ultime truc, tu vois, l'ultime combat qui s'ils le font, tu te dirais ok, les mecs sont intouchables, il y a tellement d'oseille et on va rien leur refuser. Tank contre Eni ? Je pense que voilà, dans le monde d'il y a 3-4 ans de la boxe, tant que contre Eni, c'est dans 6-7 ans minimum, vraiment minimum. Et encore, je suis gentil parce qu'ils sont surtout Eni est quand même très jeune. Là, tu te dis que c'est faisable à horizon de 3 ans. Et s'ils arrivent à faire ça dans moins de 2 ans, si 2025 on a ce combat-là, c'est bon. Le takeover, il est complet. Je suis vraiment complètement d'accord. Et on entame les 2 dernières questions là-dessus. D'abord, c'est est-ce qu'ils vont être capables ? Parce que tu en as parlé, et puis Jean-Baptiste nous a apporté, comme tu dis, un éclairage qui est hyper intéressant là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent vraiment changer la boxe ? Le titre de l'émission, j'ai dit, va-t-elle sauver la boxe ? Alors, comme tu rappelais, et tu avais raison de le rappeler, elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle est en renouveau, la boxe, ces derniers temps. Ils n'ont pas eu besoin de l'Arabie Saoudite pour être en renouveau. Il y a quelque chose, il y avait la concurrence du MMA, tout ça, ils se sont réveillés. On fait plus les combats qu'on attendait, on voit ce qu'on a envie de voir. Par contre,
je ne sais pas si tu as vu passer, tu l'as vu passer, je le sais, quand ils ont annoncé le Joshua Ngannou, ils ont aussi annoncé que le vainqueur de Fury Usyk aurait une ceinture. Undisputed champion, donc champion incontesté des poids lourds, ceinture en plus des 4 ceintures, des 4 fédérations principales, qui désignerait donc le champion incontesté des poids lourds. Ce sera le premier depuis Lennox Lewis il y a 25 ans. On peut se dire, on peut le voir de deux façons, Baba. On peut le voir, une ceinture en plus. On en a marre, il y en a déjà 200 partout. Ou alors on peut se dire, et si c'était les ceintures qui prenaient le pas sur tout le reste? On l'a toujours dit, la plus légitime à nos yeux, c'est celle The Ring, qui désigne le seul vrai champion du monde par catégorie. Mais s'ils arrivent à faire une ceinture par catégorie qui représente plus que toutes les autres de toutes les fédérations. Que les fédérations alphabet continuent de faire leur championnat du monde de leur côté et de prendre leur oseille, il n'y a pas de souci. Mais s'ils arrivent à créer ce truc qui, aux yeux du public, dit pour être champion du monde, il faut la ceinture saoudienne. Ils auront déjà vachement sauvé la boxe, enfin en tout cas le modèle, tu vois, qui fait manquer la lisibilité. Et moi j'y crois de plus en plus en fait en écoutant Jean-Baptiste, quoi. Bah en fait c'est ça, c'est comme encore une fois cette histoire de tout ramener sous un seul, dans un seul endroit, sous un seul parapluie, et de dire voilà, nous on désigne aujourd'hui un champion. Mais on le fait en respectant les rankings de chacun, en faisant le combat qui doit être fait pour savoir qui est le champion Undisputed. Si aujourd'hui ils le font pour les poids lourds, demain on peut s'imaginer qu'ils le font pour toutes les catégories. Beterbiev Bivol, il y aura la même à mon avis. C'est l'exemple que j'allais te donner. Ça veut dire que qui est en sain d'esprit dans le monde te dira que le vainqueur entre Bivol et Beterbiev, c'est pas lui le champion de la catégorie light heavyweight. Bien sûr que c'est lui. Et là, en l'occurrence, la ceinture poids lourd qu'il veut donner, ça va avoir du sens parce qu'elle suit le côté linéal du championship de la linéaire, donc on rappelle à nos auditeurs le champion qui a battu le champion qui a battu le champion, qui remonte chez les lourds à John L. Sullivan. Donc si ça reste comme ça derrière et qu'à chaque fois elle est remise en jeu entre le champion et le challenger légitime, bah, je préfère qu'il y ait encore une nouvelle ceinture, mais que cette ceinture-là, elle reste avec une signification importante, et plutôt que de voir des ceintures WBC Cinco de Mayo, des ceintures WBC YouTuber, des ceintures WWE super ultra méga champion. Et je trouve ça fascinant ce débat. Est-ce qu'il n'y a pas même du côté des fighters quelque chose à faire? Si un Beterbiev ou Bivol, le vainqueur de ce combat-là, j'allais dire, ça pouvait se faire aussi avec Usyk Fury, mais je l'imagine plus avec le vainqueur de Beterbiev Bivol. Dans le ring ce jour-là, il dit moi j'abandonne les 4 ceintures là, alphabet. Je m'en fous, gardez-les. Je les défends plus, elles sont plus à moi. J'ai la ceinture de champion, c'est moi le champion du monde des mi-lourds, et maintenant si vous voulez me battre, c'est moi le champion du monde, et j'ai ma ceinture saoudienne. Ça change le game en fait, parce que les 4 fédérations alphabet, elles peuvent dire quoi? Rien. Elles peuvent rien faire là, s'il fait ça. Ça change tout, et ça change tout surtout pour le boxeur, tu vois, parce qu'il y a certains boxeurs qui, par le passé, auraient voulu rendre la ceinture, mais ne pouvaient pas, parce qu'ils avaient besoin de ce levier-là pour pouvoir avoir un combat diffusé sur HBO ou sur Showtime ou quelque chose comme ça. On a eu récemment plus d'unification qu'on n'en a jamais eu. Terence Crawford, il unifie une catégorie qui n'a quasiment jamais été unifiée dans l'histoire de la boxe. Donc c'est extrêmement difficile ce qu'il a réussi à faire pour être obligé de lâcher une ceinture au bout de 2 mois. Quoi. Par les problèmes politiques comme d'habitude, et t'as pas ton mandatory ou t'as machin, donc on te retire le titre. Donc quelque part, pour lui, c'est j'ai fait ma ligne sur Wikipédia, mais je suis obligé de la lâcher. Tu vois, tu restes pas avec tes ceintures, les 4, en disant c'est moi le champion. Et tant que je suis pas retourné sur le ring avec mes 4 ceintures, c'est moi le champion, c'est moi qui reste le champion. Là aujourd'hui, il en a déjà perdu une, donc je suis désolé. Mais Jaron Ennis, que j'aime beaucoup comme combattant, qui est un combattant exceptionnel, qui a été promu au statut de champion normal, entre guillemets. Ouais, mais même lui, il le dit, hein, et ils le disent très bien, les Américains, t'as reçu ta ceinture par le courrier, t'es pas le vrai champion. Donc le fait d'avoir aujourd'hui, pour les boxeurs, cette possibilité de se dire, bah moi, j'ai gagné la ceinture que tout le monde veut, j'ai battu l'adversaire qu'il fallait pour avoir cette ceinture-là, je peux vous les rendre vos ceintures où je dois donner $900 par ceinture pour pouvoir faire le championnat. Faites ce que vous voulez avec. Le vrai champion aujourd'hui, c'est moi, et j'ai quelque chose symboliquement qui le montre. Et tu crois... Là, on fait un peu de la prospection. Et dans 10 ans, tu penses qu'on peut se refaire une émission et se dire, en fait, il compte plus. On sait même plus qui est le champion WBC des mi-lourds. On sait qui est le champion Arabie Saoudite des mi-lourds et qui est en fait le vrai champion du monde. Je sais même pas comment l'appeler parce qu'il faudra désigner un terme. En fait, il y aura pas de terme à dire. C'est le champion du monde. Mais tu vois, tu l'imagines que ça peut arriver? On peut switcher à ce point-là? C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Exactement. J'aurais jamais commence à rentrer dans la. Et maintenant, je me dis peut-être qu'il y a une possibilité. Je reste en observation. Je reste. On va voir. Mais si ça arrive, qui pourra dire que la boxe a perdu? Clairement, personne.
personne, c'est évident. Et lui, dans son interview, on l'entendait tout à l'heure, il parle aussi de manque de combattants charismatiques par rapport aux années 70-80, tu vois, clairement, on peut citer les Ali, les Four Kings aussi, tu vois, ce genre de... C'est vrai qu'on manque un peu de personnalité, je trouve, dans la boxe, mais si tu arrives à créer aussi plus de visibilité de champion, tu peux aussi créer des personnages avec ça. C'est le serpent qui se mord la queue un peu, tu vois, et le cercle qui va dans le bon sens. Donc on peut imaginer que ça crée aussi des stars, d'avoir plus de lisibilité et de savoir qui sont les vrais champions du monde. C'est le reproche numéro 1 des fans de MMA et d'autres sports. Ils te disent la boxe on comprend rien, il y a 4 champions, etc. Et on va finir par le débat moral. Parce qu'il faut se la poser quand même. Parce que depuis tout à l'heure, je vois que je fais l'éloge, ça commence à me gêner. Non, mais on est obligé. Moi, je l'ai mis, débat moral. C'est simple, sur mon conducteur, c'est marqué débat moral, 2 points. C'est bien ou c'est pas bien. Avec derrière, est-ce qu'on se bouche le nez en tant que fan et on prend notre pied ? Ou est-ce qu'on devrait un peu se battre contre ça ? Parce qu'il y a aussi tous ces problèmes de droits humains, je le rappelais, des actions contre les journalistes, contre beaucoup de catégories de la population, et que c'est compliqué. Avant que tu répondes, Baba, c'est ma minute contextualisation et remise. On va remettre les choses au milieu de la pièce, là. Si vous aimez la boxe, vous pouvez pas vous boucher le nez, en fait, parce que tout le passé de votre sport, c'est du sombre. C'est des choses dans les coulisses dégueulasses. C'est des choses avec des gens qui ont fait de la prison et qui sont recherchés. C'est consubstantiel presque à ce milieu-là. Encore récemment, on avait Tyson Fury, je rappelle, il est interdit de territoire américain à cause de ses liens avec Daniel Kinahan, un des plus grands mafieux européens récents qui est recherché par le FBI. Kinahan, c'était l'ancien patron de MTK. Il y avait beaucoup de boxeurs qui ont été chez MTK, même des Français. Nordin Oubaali a été chez MTK. Il y a eu des fusillades lors d'une pesée en Irlande. Il y a eu un coach qui s'est fait tirer dessus dans une maison à Marbella parce que les mecs en face pensaient que c'était Kinahan. Ça, c'est récent, c'est dans les années récentes de la boxe où tout s'est passé ça. On parle pas du début des années 1900 où c'était mafia de tous les côtés. Les années 50 dans la boxe, on avait des mafieux de toutes parts qui prenaient part vraiment à la boxe. Frankie Carbo, qui est gunman, donc qui est un tueur à gages pour Murder Inc, pour la famille Lucchese à New York. Il était devenu promoteur de boxe. Les mecs prenaient de l'argent sur les bourses des combattants, fixaient les combats. Tel combat devait être gagné par tel mec. Ils décidaient qui pouvait être champion du monde ou avoir une chance mondiale. Sugar Ray Robinson, je t'ai toujours dit, pour moi, c'est le plus grand boxeur de l'histoire de la boxe, ancien multi-champion chez les welter, chez les middle. Son premier combat pour un titre des welter, il l'a quand il est à 73 victoires, une défaite, un match nul. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours refusé les avances de la mafia, donc il lui a refusé son titre mondial jusque-là. On a Jake LaMotta, que j'avais noté aussi, c'est Raging Bull, ça l'explique aussi, ses liens avec la mafia qui lui font jeter des combats, notamment contre Billy Fox. Sonny Liston, c'est toute sa vie, même sa mort, elle est encore aujourd'hui entourée d'un mystère. Est-ce que c'est la mafia ? Il a été cornaqué par la mafia depuis ses débuts. Est-ce que c'est la mafia qui l'a tué ou non ? Il y a toujours ce doute. Primo Carnera, je te le citais, un ancien grand champion aussi, Ike Williams, qui est obligé de signer avec Frankie Carbo alors qu'il refuse la mafia, mais parce qu'il peut pas faire autrement. C'est que ça, il y a des livres, je voulais citer 2 livres aussi, Boxing and the Mob de Jeffrey Sussman et Jacob's Beat de Kevin Mitchell, qui vont vous raconter tout ça en long, en large et en travers. La mafia, à l'époque, aux États-Unis, elle contrôlait l'International Boxing Club, qui est l'outil numéro 1 de promotion du sport, qui était l'outil aussi de contrôle de la diffusion télé. Baba, ce sport, c'est des milieux sombres depuis le début. Enfin, tu vois, on peut pas se boucher le nez dans la boxe, on est d'accord, Baba ? Depuis toujours. En tout cas, si on va par là, t'as tout dit et plein d'autres choses qu'on peut dire encore. On peut citer aussi le fait que pendant des années, dans la boxe, au début des années 1900, il y avait un champion des Noirs et un champion des Blancs. Oh oui. Et ça a duré très longtemps et que les Noirs ne pouvaient pas disputer le titre normal. Donc bref, t'as donné, et merci pour ça, c'est toujours important de remettre le contexte. Moi je te remercie de l'avoir fait pour tout le monde. Il y en a peut-être qui ne le savent pas et qui vont le découvrir, et c'est très bien comme ça. Donc partant de ce principe, on a 2 lectures évidemment. Tu peux dire que c'est trop compliqué pour vous les gars, parce que de se boucher le nez pour nous, pour tout le monde, de se dire attends les gars, ça fait depuis ses débuts que la boxe elle est comme ça. Après, c'est vrai que quand tu regardes certains aspects de la vie, tu te dis que c'est pas parce que ça arrivé depuis tant d'années qu'on est obligé de. Non, bien sûr. Non, mais voilà. En tout cas, il y aura forcément ces 2 lectures-là. Moi, ce que je dis, c'est que dans la vie, il faut toujours de la mesure, de toute façon. Pour les choses qu'on apprécie, pour les choses qu'on suit, etc. Moi, je peux parler pour moi et je peux parler pour toi parce que je te connais bien maintenant. Je sais qu'on est des suiveurs du sport avant tout. On regarde le game, on regarde ce qui se passe dedans, etc. On sait aussi ce qui se passe à l'extérieur parce qu'on est suffisamment passionné et qu'on en a fait notre boulot pour savoir ce qui se passe à l'extérieur et que certaines choses sont très influencées par ce qui se passe dans le monde extérieur. Là, on est sur une autre sorte d'evil, on est sur une autre sorte de méchant.
Ouais, tout à fait. Voilà, quelque chose des méchants du Nouveau Monde. T'as raison, c'est un contexte, mais c'est pas la même chose non plus. C'est pas un parallèle direct, mais c'est pour dire que la boxe, dans son. Qu'il y a toujours eu des méchants. Dans son background, il y a toujours eu des méchants. Il y a toujours eu des méchants qui contrôlaient ce business-là, qui contrôlaient ce game-là et qui injectaient de l'argent dedans. On est clairement sur un type de méchant. Renseignez-vous si vous ne le savez pas. Renseignez-vous sur MBS et vous verrez rapidement de quelle personne il s'agit, le prince et le prince héritier. Donc voilà, c'est particulier. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je disais merci du bout des lèvres, parce que je suis un fan de sport et puis ce serait malvenu de ma part de te dire mais tu sais, il s'est passé tout ça. Moi, avant tout, je suis un fan du sport japonais. Alors ça aussi c'est tout un programme avec les Yakuza et compagnie. Exactement, c'était le dernier point que j'avais noté parce que tu sais que j'adore aussi le Japon, notamment en boxe. Et pareil là-bas aussi, tu vois. Moi j'ai suivi le K1. Le K1 c'est littéralement. Oui, grave. Ça appartient aux Yakuza. Le Pride était aussi concerné. Ça à cause de ça. Et pour moi ça reste la meilleure ligue de MMA qui n'ait jamais existé. Donc voilà, je suis toujours autant partagé que je l'étais il y a quelques années. Mais ça ne va pas m'empêcher de suivre le sport, non. Frankie Carbo, le mafieux new-yorkais dont je te parlais, il était surnommé le tsar de la boxe. Ouais. Il achetait les juges, les athlètes, il prenait de l'argent sur les bourses, il achetait les journalistes pour qu'ils parlent bien de ses athlètes. Donc il maîtrisait qui pouvait avoir une chance mondiale. Il était dans un gang de 5 mafieux qui s'appelait The Combination, qui gérait la boxe. Les mecs avaient un nom pour ça. Faut se rendre compte de ce qu'a été la boxe pendant un temps. Même le magazine The Ring, qu'on cite souvent ici pour sa ceinture, très respecté. En 76, ils sont pris dans de la corruption avec Don King pour faire un tournoi, le tournoi United States Championship, où le rédacteur en chef de The Ring truque les bilans des boxeurs pour que les mecs puissent avancer. Enfin, c'est consubstantiel à ce milieu-là, vraiment. Mais oui, t'as raison, et faut dire merci. C'était important de le dire. Faut dire merci. Tout en sachant à qui on dit merci. C'est ça. Moi, le fan dit merci, mais on sait à qui on le fait. T'as raison d'avoir fait ce point-là, de faire cette précision-là. C'est important parce que voilà, c'est des choses qui sont géniales pour nous, les fans de boxe. Ce qui va se passer et ce qui risque de se passer en termes de suivi pour nous et pour tous les autres et des combats qu'on veut avoir, c'est très bien. Mais voilà, il faut replacer aussi les choses dans leur contexte. C'est bien. C'est pas juste un fan lambda qui a gagné des milliards à l'euro milliard, qui n'existe pas, et qui se dit comme je suis fan de boxe, je vais faire ça. Voilà, ce sont des biens qui ont acquis comme ils ont été acquis. Et on verra par la suite comment ça va se passer. Il n'y a personne qui va pouvoir les contrer sur le terrain, sur ce terrain-là. En tout cas, Jean-Baptiste a apporté beaucoup de contexte en termes de sports watching et c'est super important. Et maintenant, vous avez tous les éléments. Exactement, je trouve que c'était important. On a bien résumé aussi dans toute cette émission, voilà, toute cette implication de l'Arabie Saoudite avec la boxe. Et je pense que c'est pas fini les émissions qu'on va faire. On va évoquer des combats là-bas en tout cas. Mais rappel, ils sont même pas à 10 événements faits, ils sont déjà au centre du jeu. Donc c'est la force de l'argent, bien entendu. Baba, on enregistre ce lundi, on est 2 jours après Takeo contre Superlex. Donc je sais que l'amateur de pied-point, t'as les kicks quand même. Les mecs, comment ils marchent après ça, c'est une dinguerie. Improbable. Et puis on a vu là derrière ce qui se passe pour sa cuisse avec une déchirure musculaire là, ça s'envoie. En tout cas, c'est un sacré combat. Si vous n'avez pas vu ce combat, c'était au One ce week-end. Allez-y, ça se trouve sur YouTube. Et c'était une sacrée guerre, donc ça mérite. Rendez-vous bien sûr samedi pour Nassourdine Imavov. Ce sera sur RMC Sport face à Roman Dolidze. Plein de force. Il y a un film RMC Sport, plein de contenu sur les réseaux sociaux et YouTube. Allez-y, n'hésitez pas. Et même un épisode du Fighter Club avec son nouveau coach Nicolas Hoth. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-nous des commentaires, des pouces bleus, des étoiles. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut mon baba. Salut. Ciao. RMC Fighters Club.